J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour le numéro 62 de MPCM, Monsieur Hamad Al-Ragheb, comment on dit en arabe exactement? Ahmad Al-Ragheb. Ok. Et qui va nous présenter trois petits livres rapidement. Là, pour la première fois, parce que je ne suis pas sûr de pouvoir le prononcer correctement, Ibrahim Al-Fiqi. Vous avez ici exactement, c'est l'auteur dont il va parler. Quels sont les trois livres que vous nous proposez à la lecture de cet auteur que personne ne connaît ici en Europe, dans le monde occidental? En fait, c'est un monsieur qui fait des livres, qui est médecin au Canada, qui fait des livres pour comment on peut vivre aux meilleures manières de vivre, comment gérer le stress. Donc, le premier livre que j'aimerais proposer, c'est comment on gagne le temps pour bien vivre. C'est ça le premier livre que j'ai lu depuis à peu près 8 ans. Et toujours j'ai l'idée dans ma tête, donc c'est un super livre. Le deuxième? Le deuxième, il parle comment on gère le stress d'éloigner de famille, de stress de travail, de stress de tous les problèmes qu'on peut croiser dans la vie. Et le troisième? Le troisième, il parle sur comment on dit, pardon. Donc là, il parle sur comment on peut faire des amis, des communications avec des gens, comment une relation avec des gens. Voilà. Donc l'auteur, je vous le rappelle, comment on dit le nom en arabe alors? Ibrahim Al-Fiqi. Ok. Personnellement, je prends un livre aujourd'hui que je vous conseille, que j'ai lu à 2 ou 3 reprises, Sur la route, un très beau livre de Jack Kerouac. Sur la route, je le prends aujourd'hui en raison du parcours de mon invité d'aujourd'hui. Avant ça, notre petite rubrique sur deux mots que j'ai choisis pour lui. Le premier, tout simple, qui émane donc du dictionnaire du diable, c'est censé être des définitions caustiques. Celle-là, je ne suis pas sûr qu'elle le soit. Politesse. Politesse, il la définit comme la plus acceptable des hypocrisies. Comment vous réagissez à cette définition? La politesse, la plus acceptable des hypocrisies. Le plus acceptable, ok. J'ai pas bien compris. Alors, je pense qu'il veut signifier le fait que la politesse, c'est aussi dans le champ de l'hypocrisie. Quand on est poli, peut-être que ça rime avec hypocrisie. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de ça? J'ai pas trop d'idées sur cela, donc... Enfin, vous ne prononcez pas. Alors peut-être que pour la deuxième définition qui vient du dictionnaire insolent de l'anarchiste valaisan récemment décédé, Narcisse Prat, alors là j'ai pris une définition qui, je pense, va vous parler. C'est sur réfugié. C'est réfugié, donc c'est un dictionnaire insolent. Hein. Okay. Et qu'est-ce qu'il dit sur le réfugié? Vilain petit négro, tamoul, palestinien, chinois ou indien, qui vient brouter l'herbe sacrée des bovins, des nantis européens et nord-américains, et qu'on parque comme il se doit dans des réserves ad hoc bien clôturées. Donc c'est la problématique de l'accueil des réfugiés et qu'il définit de manière sarcastique. Quelle est votre réaction à vous, qu'on va découvrir comme réfugié ici en Suisse, quand vous entendez un Valaisan de chez nous définir le réfugié comme il vient de le faire? Alors, c'est une définition qui est un peu forte. Un peu forte? Voilà. Parce que moi, j'aime pas déjà le mot de réfugié. Déjà, c'est un mot, je le trouve, qui est pas correct comme il faut. Parce que c'est vrai qu'il y a de réfugiés ici, mais parce qu'il y a de raisons d'être réfugié. C'est ça. Donc, comment je suis un réfugié depuis 8 ans jusqu'à maintenant en Suisse, j'ai jamais senti que je suis pas la même des gens ici, jusque je suis réfugié. Par contre, je vis normal. Je fais tout ce que je voulais avec les gens que j'aime et qu'ils m'aiment aussi. Donc vous vous opposez un peu à cette définition qui est pour vous pas correcte par rapport à ce que vous avez vécu. Exactement. C'est ça. Exactement. Oui, donc je me suis demandé en vous invitant ici pourquoi j'invitais telle ou telle personne. Alors la semaine dernière, j'ai eu Jean Romain
Et puis, ce qui m'avait un peu titillé dans le cas de Jean Romain, qui était président du Grand Conseil genevois, donc qui fait partie, on va dire, de la dominance radicale du PLR dans un canton, c'est que, revenu en Valais, il s'était opposé d'une certaine manière à l'autorité dans le cadre de la dénomination du collège de l'abbaye de Saint-Maurice qu'on voulait transformer en collège de Saint-Maurice. Et c'est ça, un tout petit peu, qui m'avait incité à l'inviter. Alors, monsieur Hamed Al-Rabed, il se situe dans un autre pont de ma pensée, et j'ai envie de lui demander la chose suivante. La première chose qui peut-être va le surprendre parce que c'est en fait ça qui m'a incité tout en premier à l'inviter, c'est comment fait-on, parce qu'on est les uns et les autres confrontés à ça, comment fait-on, peut-être plus en position de réfugié que de simples Valaisans comme moi, comment fait-on quand on est confronté au mensonge? Donc, si vous me dites votre question, ma question c'est comment on gère le mensonge. Parce que peut-être on peut mentir aux réfugiés de manière plus facile qu'on pourrait mentir à un avocat. Mais on peut mentir à un avocat comme on peut mentir à un réfugié. Comment vous, réfugiés, vous affrontez le mensonge dans votre vie parce que c'est ça qui m'a rapproché de vous, je dirais, vous avez été confronté au mensonge. Et comment on le fait là, subjectivement? En fait, j'ai bien vu ce que vous êtes en train de parler pendant ces 9 ans ou 8 ans je suis en Suisse. Et je dis à moi-même de rester moi-même, de aucun changement dans mon mentalité. Parce que je ne suis pas là pour être une autre personne. Je suis là pour être moi-même et pour être bien. Et ça, c'est les raisons que je suis venu en Suisse. Ok. Alors, j'apprécie particulièrement cette réponse parce que je pense que vous ne fuyez pas du tout la question. Et alors, on va parler de cette chose-là. Comment, donc vous êtes syrien. Oui. La première chose qui m'intéresse, c'est quelle a été votre enfance avant que vous partiez? Quels sont vos souvenirs d'enfance, de petit enfant, d'écolier, etc. En fait, je me rappelle très bien comment j'étais en Syrie, l'école première là-bas, et comment j'ai passé tout. Quelle région de Syrie? La région. De quelle région? Région. Ouais. De quelle ville? De Damas, ouais. Donc la capitale de Syrie. Et donc là, moi, je suis parti de Syrie à l'âge de 13 ans. Donc avant 13 ans. Voilà. Donc, quelle vie vous aviez avant 13 ans? C'était franchement compliqué si je me rappelle maintenant. Parce que quand j'étais enfant, on ne peut pas sentir la même quand on est major. Et compliqué, quand vous dites compliqué, c'était quoi le compliqué pour un enfant de 10 ans par exemple? Par exemple, l'école, d'avoir une maladie, il n'y a pas de trop de choix d'être bien hospitalisé, de ne pas être bien libre. Donc c'est ça. Vous le ressentiez déjà enfant? Exactement. Okay. Exactement. Et donc à 13 ans, vous êtes parti de Syrie à 13 ans? 13 ans, je suis parti de Syrie et j'étais au Liban pendant 4 ans. Et là, j'avais une maladie qui est un peu grave. J'avais le cancer et j'ai resté 2 ans avec la maladie de cancer. Au Liban? Au Liban et en Syrie parce que dans les deux côtés, je dois voir des médecins et prendre des médicaments. Donc, pendant mon maladie là, ça commence la guerre en Syrie. Et là, j'étais dans une situation que je suis dans une maladie grave et il n'y a pas de choix pour trouver mes médicaments pour apprendre. Donc, ça, c'est la deuxième raison après la guerre que j'ai quitté la Syrie. Pour aller vers le Liban? Exactement. D'accord. Et là, vous avez été à Beyrouth? J'étais à Beyrouth. J'ai bien pris mes médicaments de chimique et tout ça pour le cancer. J'ai resté 1 année à l'hôpital interdit de sortie. Après que j'ai fini mes médicaments, j'avais la chance que j'ai plus de la maladie. Mon médecin il a dit que si ça passe 5 ans, on peut vivre normal, mais il faut contrôler chaque 3 mois pendant 5 ans. Et là, j'ai fini mon 5 ans au Liban avec mon frère. Je n'ai pas retourné aux écoles parce que j'étais en retard, mes amis ils sont bien avancés. Donc là, j'ai choisi de partir dans la vie professionnelle. Et quelle activité vous avez fait là-bas en Syrie?
Au Liban, je veux dire. Voilà. En Liban, la matière de ma famille, c'est les coutures, des canapés, des rideaux de style. La couture. Voilà. Mhm. Donc j'ai bien pris avec mon frère, il a un magasin au Liban. Pendant une année, j'ai bien pris et il m'a fait offrir un magasin pour moi-même. Et j'ai continué pendant 4 ans couturier au Liban, Mhm. jusqu'à le jour que j'ai reçu une Donc appel. couturier, c'est refaire les canapés, etc. Exactement, ouais. exactement. Comme une courte pointière ici, on dirait ça, je pense. Exact, D'accord. ouais. Ok, ouais. Ouais. Et donc, vous avez fait ça combien d'années? J'étais pendant 4 ans couturier, ouais. Mhm. Et puis alors, qu'est-ce qui s'est produit pour que aujourd'hui vous soyez sur ce canapé? Quel a été votre chemin vers la Suisse et pourquoi? En fait, la première raison que je suis décidé de partir en Suisse, la raison de santé. Parce que avoir une maladie de cancer en Syrie avec la guerre, il n'y a pas de médicaments, et on a un président qui ne nous donne pas ce qu'on voulait. Donc, Là, vous avez été approché par une organisation internationale pour venir en Suisse? Ou bien c'était un choix personnel, le pays? En fait, moi j'étais inscrit avec la Croix-Rouge de Valais, Inscrit? inscrit au Liban. Mais comment vous avez approché la Croix-Rouge du Valais? Parce que là-bas, quand ça commence la guerre en Syrie, on a parti au Liban et il y a des sociétés pour les réfugiés, pour aider les réfugiés. J'étais là-bas par rapport de mon maladie, je voulais faire le contrôle et j'ai pas d'argent pour aller chez le médecin. Donc j'étais chez eux pour qu'ils m'aident pour faire le contrôle. Et là, m'a proposé de voyager avec eux en Suisse. Donc là, vous aviez quel âge? J'avais 16. Est-ce que là, on vous a proposé de partir avec votre famille ou bien Elles m'a proposé de partir avec ma famille. Et votre famille à ce moment-là, c'était qui? c'était mon père, ma mère et ma soeur. D'accord, donc vous étiez 4. On était 4. D'accord, et donc la Croix-Rouge, l'organisation internationale, vous a proposé à vous 4 de partir en Suisse. En Suisse. Donc, quelle décision a été prise à ce moment-là? En fait, ils ont dit qu'avant de partir en Suisse, on va faire l'entretien pendant une année de chaque mois. On va vous voir pendant 2 heures. Où ça? Au Liban. D'accord. Donc, savoir si vous allez pouvoir être intégré, comment vous étiez, quel Tout à comportement. Ça consistait en quoi ces entretiens? Proposer déjà la Suisse où on va vivre et comment on va vivre. On vous a présenté la Suisse? Voilà. Deuxième grille, qu'est-ce qu'on va faire là-bas et pourquoi on va en Suisse. Et à la fin... Mais vous étiez individuellement ou bien reçu en famille? On a reçu en famille, mes familles elles sont acceptées au début. Jusqu'avant un mois de voyage, il y a mon père, il a appelé la Croix-Rouge et il a dit que moi, j'ai pas envie d'aller. Ma mère, il a dit la même chose parce que mon père, il a dit comme ça. Ma soeur, il a dit la même chose. Donc, j'étais moi toute seule. Et quel âge vous aviez à ce moment-là? J'avais pas encore 18. D'accord. Non, j'étais pas major. Donc là, j'étais toute seule dans cette décision. Donc, ils vous ont laissé le choix à vous, individu, de dire oui ou non à un départ en Suisse, même si vos parents et votre sœur avaient dit non. Exactement. C'est ça. Au début, la Croix-Rouge, ils sont dit, si le papa de famille, il a dit non, la famille, il reste, il part pas. D'accord. Mais après, ils sont pris un peu spécial, mon situation, parce que j'avais le cancer. D'accord. Ils m'a proposé, si vous voulez aller vous seul, on vous le prend. D'accord. Donc là, mon père, il me dit, il faut que tu vas. C'est tout ce que je peux faire pour toi. D'accord. Donc là, votre père, il était conscient que votre choix était dicté par votre situation médicale. Exactement. Et là, est-ce que vous avez hésité, vous, à partir à ce moment-là? Aucun moment que j'étais hésité de partir. D'accord. Donc c'était une évidence. Exactement. J'ai fermé mon magasin de couture, j'ai laissé tout à mon frère et je suis parti avec grand plaisir et je suis sûr qu'il va m'attendre. D'accord. Là, vous avez pris un avion depuis Beyrouth. Exactement. Et vous avez atterri à Genève. À Genève. Ouais. Et qui est venu vous chercher? Vous étiez donc seul. Qui vous a accueilli à l'aéroport à Genève? Il y a l'équipe de la Croix-Rouge. Elles sont amenées à la Mayenne de Chamouzon. Directement au Valais. Au foyer, directement au Valais.
Et quel était votre premier regard quand vous êtes venu de Beyrouth et que vous avez découvert le Valais? Vous vous rappelez Alors l'impression? franchement, c'était un rêve pour moi. Mhm. Parce que quelqu'un qui vient de sortir de maladie de cancer, Mhm. j'avais aucune idée que je vais continuer. J'avais que l'idée que je voulais soit terminer mon médicament et finir le cancer, soit non. Mais j'avais aucune idée que je continuais comme les gens normaux. Mhm. Donc tout à coup, je me trouve moi dans une vie qui est super. Mhm. Mon maladie, il est déjà loin. Le Valais, j'étais choqué comme il est joli, Mhm. franchement. Là, vous étiez Ouais. dans un foyer à Chamoson, À Mayenne de et au Chamoison. moyen de Chamoson. Et puis l'accueil des autres, vous étiez tout seul ici, comment ça s'est fait? Est-ce que vous avez rencontré d'autres Syriens ou des Libanais ou comment En ça s'est fait, fait? oui, il y avait à peu près 60 Syriens au foyer. Mhm. Et il y avait des Afghans, il y avait des Africains. Et moi, j'étais toute seule dans une situation un peu spéciale. Donc, dans l'instant social, il m'a donné une chambre. Donc, il était toujours à côté de moi. Il est franchement fait bien, bien m'aider. Et l'accueil des autres personnes réfugiées, même si vous n'avez pas ce mot, à Chamoson? En fait, j'étais un peu, comment dire, sensible, mais c'est pas à cause que je suis réfugié avec des gens que je ne connais pas. Non, j'étais un peu sensible à cause de mon maladie, parce que j'ai passé 2 ans à l'hôpital, j'ai aucune communication avec des gens, aucune activité dans ma vie. Donc, après 2 ans, c'est vrai que le cancer, il est parti, mais ça reste un peu des choses dans ma tête que je suis pas tellement bien quand je suis avec les gens parce que j'ai passé beaucoup de temps de ma vie toute seule. Mhm. Et Ouais. puis vous êtes resté combien de temps dans ce foyer au Mayen de Chamoson? J'ai resté 6 mois. 6 mois, d'accord. Et après Ouais. ces 6 mois? Après ces 6 mois, j'ai pris, pendant ces 6 mois, il y avait un prof qui m'a appris le français. Mhm. Après, ils sont m'amenés à Sion pour continuer mon étude de français. Mhm. Euh, Là, vous avez vécu tout seul ou bien de nouveau dans un foyer à Sion? non, j'étais dans un appartement. Appartement, d'accord, Oui. ok. Et ils m'ont Là, sécurisé un appartement qui était financé par la Croix-Rouge. la Croix-Rouge, ok. Exactement. Après, pour continuer mon étude de français, ils sont mis à l'école Ardeva. J'ai resté une année là. Mhm. Vous faisiez que des cours de français ou bien d'autres branches? Que l'école français, la D'accord. première année. D'accord. Donc après une année et demie d'école français, j'étais bien. Je peux dire, je peux faire ce que je voulais en français, je peux expliquer, je peux dire ce que je voulais. Mhm. Après une année et demie, je dois commencer à trouver quelque chose de faire dans ma vie. Mhm. Donc mon métier c'est couturier, mais en Suisse c'est un peu compliqué Mhm. par rapport de cette matière. Donc j'ai décidé de changer mon métier. Mhm. Et qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Il y a mon assistant social, il m'a proposé de faire un apprentissage à l'école Châteauneuf-Comté à l'EPASC. Mhm. Et là, j'ai décidé d'essayer parce que toujours je dis, il faut jamais dire non, il faut essayer. Mhm. J'ai essayé pendant 3 mois et j'ai trop aimé. Mhm. Quel domaine Dans le domaine hôtelier, en D'accord. tendance. D'accord, ok. Donc, j'ai resté 2 ans à l'école de EPASC Châteauneuf. Mhm. J'ai obtenu mon AFB. Mhm. Et après, j'ai commencé à chercher au travail. Mhm. J'étais engagé à la OMS Gravelon, à la salle à manger pendant 6 mois. Et là, ça commence la Covid, donc tous les restos ils ont été fermés. Et là, j'étais arrêté par rapport au chômage, j'étais au chômage. Mhm. Pendant 4 mois au chômage, j'étais en train de chercher de travail et tout. Et tout de suite, j'ai trouvé à l'hôpital de Sion en 2021. Mhm. Et je suis toujours engagé à l'hôpital. Alors, et c'est quoi votre activité professionnelle régulière aujourd'hui à l'hôpital de Sion? Ça consiste à faire quoi? Donc maintenant, je suis fixé à l'hôpital de jour, à l'hôpital de Sion. Je prépare des lits pour l'infirmière qui donne le traitement pour les patients. Donc chaque patient qui vient prendre son traitement, elle part, moi je change le lit et je désinfecte la place. Et toujours je me rappelle quand j'étais patient en Syrie. Mhm. Donc là, j'ai un sentiment que j'adore. Des fois, j'avais des questions de mes amis qui se sont dit, voilà, le salaire, il n'est pas top, notre métier et tout ça. Mais franchement, je réponds toujours, je travaille pas seulement pour l'argent.
que je suis là. Déjà, ça c'est une raison, ça c'est un plaisir pour moi. Le deuxième truc, que je travaille maintenant à l'hôpital. Et avant, j'étais un patient. Donc, déjà, j'ai l'impression que j'ai un cadeau que je ne sais pas, il vient de où. Mhm. Comment vous avez été intégré dans le milieu professionnel de l'hôpital avec votre origine étrangère? Est-ce que vous avez tout de suite été bien accepté ou vous avez senti peut-être des réticences de par votre... euh, Alors, franchement, j'ai trop senti des choses qui me fait mal des fois, qui me dérangent des fois. Mais j'ai toujours des bons gens à côté de moi que je peux parler, je peux dire qu'est-ce que je me sens et qui m'aident avec ce que j'aimerais faire. Et à la fin, je trouve que voilà, je peux gérer toutes les situations que j'avais vues. Et cette situation que j'avais vue, ça m'a donné de force de continuer. Donc, puis alors, donc ça c'est au niveau professionnel. À un moment donné, vous vous êtes dit aussi que la Suisse c'était quand même quelque chose de spécial pour vous, c'est un pays qui vous avait accueilli. Puis alors, vous vous êtes lancé dans une espèce d'activité assez spéciale, la vidéo. Expliquez-moi comment l'idée a surgi et qu'est-ce que vous avez fait pratiquement, parce que je trouve ça c'est très intéressant. Vous avez construit des petites vidéos, vous avez déplacé, Oui. etc. Comment ça... Donc, vous expliquez ce que vous avez fait. Ok. Moi, ma loisir, si je peux dire, ça c'est de faire de photographie, de faire des vidéos et des photos. Donc, quand j'ai terminé mon apprentissage et j'ai trouvé un travail, j'avais un peu plus de temps après mon travail que je peux faire une autre chose. Là, j'ai décidé d'offrir une chaîne de YouTube et parler sur la culture de la Suisse. En arabe. En arabe. En arabe. Exactement. Donc vous avez fait des petites vidéos. Alors, vous vous rappelez la première idée qui vous est venue, ou bien la première vidéo? Exactement, je me rappelle très bien. C'était le Mayan de Chamouzon. D'accord. C'était la place que je suis aux premières fois en Suisse. Et donc vous avez présenté ce lieu en arabe à ceux qui vous suivent sur votre chaîne YouTube. C'est Tout ça à l'idée? fait, exactement. Et j'ai terminé mon vidéo à Grand Montana, c'était la saison de ski. Donc j'étais à la saison de ski, je filme et je fais des vidéos et je parle avec des gens, je pose des questions et je traduis en arabe dans le vidéo. Ah d'accord. Ouais. Et puis vous avez fait plusieurs Oui. stations, plusieurs villes, J'ai plusieurs régions. visité en fait 15 cantons en Suisse. D'accord. Ok. Ouais. Donc vous connaissez mieux la Suisse que certains Suisses, on va dire. On peut dire. D'accord. Et puis vous avez des anecdotes à nous donner sur vos déplacements et ce que vous avez fait dans ces petites vidéos? Oui, la première chose que j'ai remarqué est que au début, je ne comprends pas pourquoi, mais après, quand j'ai entré dans la culture, j'ai bien compris. Chaque canton que j'ai visité, j'ai vu qu'il y a un drapeau spécial. Et c'est le drapeau qui m'intéresse de chaque canton de ouvrir l'histoire et lire qu'est-ce qui s'est passé là. Donc c'était la première chose que j'adore en Suisse. Après, de chaque canton, il a un accent différent. Ça c'est un truc magique que j'aime bien aussi. Ouais. Puis au niveau de la mentalité, avec votre regard extérieur, vous diriez que les gens ils sont différents selon les cantons que vous rencontrez? Alors franchement, j'ai bien vu ça, qu'il y a des gens qui me regardent seulement parce que je suis comme ça. Mais toujours je dis, ça c'est un point positif pour moi qui attirait l'attention. Et ça, donc je dois jouer sur cette point. Et puis alors, je ne sais pas quel canton vous avez fait. Les cantons romans, vous les avez tous fait, par exemple? J'ai passé au canton Zug. Zug? Voilà. J'étais... pardon. Pour rappeler tout, j'étais au Bern, Zurich, Et puis Interlaken. celui qui vous a le plus marqué peut-être, ou qui vous reste dans le souvenir de manière plus profonde que les autres, ça serait lequel? En fait, c'est De ces vidéos, je dis. Interlaken. Interlaken, mais à cause de la beauté de la région? Voilà, à cause que il y a plein d'activités, il y a plein de choses qui intéressent d'aller dans cet canton.
mais pas avant le Valais. Parce que le Valais, c'est une autre chose. Ouais. Et puis alors le Valais, qu'est-ce que vous retenez après ces premières années passées en Valais sur les gens, leur mode de vie, leurs réactions de manière générale, si on généralise un peu, c'est quoi votre regard sur nous, Valaisans? La première chose que je peux dire, que j'adore comment les gens qui font en Valais avec les réfugiés. Et là, l'intérêt, c'est de savoir vous êtes qui, vous venez de où, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous. Ça, c'est cette sentiment Parce que qui... ce discours-là, il y a pas mal de réfugiés qui le tiennent en sens contraire en disant on n'est pas bien accueillis, on veut vite nous renvoyer, etc. Vous avez un discours tout à fait différent. Mais est-ce que c'est en raison de l'accueil lié à votre maladie que vous ressentez ça, ou vous comprenez aussi le discours inverse fait par d'autres personnes qui sont étrangères et qui ont dû venir en Suisse? Alors, ça n'a rien à voir avec mon maladie et ça n'a rien à voir avec tout ça parce que je dis toujours, les gens ici que j'ai croisés moi-même en Valais et je connais personnellement, c'est des gens qui sont activités, qui aiment faire des choses dans la vie, qui aiment avancer. Donc, si je suis dans cette cas, je suis normal. Si je vais partir de ça, donc je vais rester seul. Et là, j'ai bien vu qu'en Valais, c'est des gens qui travaillent, on peut dire en groupe, même si chacun il est dans un côté, mais à la fin, vous êtes une équipe qui fait tout au même résultat, si je peux dire. Alors, je crois que les Valaisans de tout bord, en entendant ça, je pense que vous pouvez dégager une sorte de fierté pour le Valaisan qui est perçue des fois de manière tout à fait différente par l'étranger que l'impression que vos mots donnent ici. En fait, ce que j'aimerais bien ajouter aussi, que pendant ces 9 ans ici en Valais, j'étais assis en cire et compté. Donc j'ai bien tourné partout et j'ai bien croisé des gens. Et j'ai jamais parlé sur mon maladie. Et maintenant, si je me rappelle qu'ils savent mon maladie, il y a 2-3, c'est tout. Mais les gens que je croisais ici ont vécu de manière normale. Quand je me rappelle le Valais, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Si je vais rappeler quelque chose de mon religion, de mon culture, de mon situation, que je suis arabe, comment on est grandi. Donc, il y a le monsieur Ibrahim El-Foqhi, c'est que j'ai proposé son livre, il a dit quelque chose. Il a dit, si un jour on va visiter quelqu'un dans son maison, on va bien le respecter, on ne va pas entrer avant qu'il nous ait dit entre. On va bien proposer nous-mêmes, on va lui montrer le meilleur photo de nous. Donc, cette parole, je le rappelle toujours. Je suis en Suisse, même si je reste ici toute ma vie, je reste réfugié, je reste étranger. Même si un jour je vais avoir une nationalité suisse, je ne vais pas être suisse quand même. Je suis toujours obligé de montrer les meilleures photos de moi parce que je suis un visiteur, même si je vais rester toute ma vie ici. Je ne peux pas ne pas aborder par les temps qui courent ce qui se passe dans les pays arabes, en Palestine, en Israël. C'est quoi quel a été déjà votre regard de la guerre en Syrie d'abord? Et quand vous reportez à cette période, c'est quoi vos sentiments, vos convictions de Syriens qui avaient reçu toutes ces bombes, etc. Comment vous le considérez aujourd'hui? Alors franchement, c'est un sentiment de triste à ce qui s'est passé pendant ces 11 ans en Syrie. Parce que c'est une guerre qui, à mon avis, personnellement, il n'y a personne qui savent qu'est-ce qu'ils voulaient. Il y a 2-3 côtés qui sont en train de faire de la guerre entre eux-mêmes, mais à la fin, ils sont tous des Syriens. Il y a pas, on ne peut pas dire qu'il y a l'Amérique, elle est en Syrie. L'Amérique, elle est en Syrie avec l'argent, avec l'armée. Mais il n'y a pas de personne américaine qui fait la guerre en Syrie. Nous sommes les Syriens entre nous, c'est ça la guerre. Donc, j'aimerais bien un jour que les gens qui réveillent, qui disent voilà, à la fin, nous sommes des Syriens.
Comme en Suisse, par exemple, je sais très bien qu'il y a grande différence entre les Valaisans et, par exemple, le Genève. Mais à la fin, vous êtes ensemble. Vous êtes tous en même mentalité, on peut dire, pour avancer dans la vie. Vous avez la même objet, si on peut dire. C'est ça la question en Syrie que je regarde maintenant, que les gens ils sont en train de faire la guerre pour rien. Et puis alors, il y a eu les événements du 7 octobre. D'abord, on va parler des événements du 7 octobre. Vous vous rappelez où vous étiez quand vous avez appris ça, par exemple? Que quand il y a eu les attaques du Hamas vers Israël, là, le 7 octobre 2000. Je pense que j'étais au travail. Et quelle était votre réaction immédiate? Franchement, le premier mot que j'ai dit, dommage, et j'aimerais plus voir ça. Parce que la guerre, pour moi, c'est pas seulement que quelqu'un qui voit la guerre sur la télé. Moi, j'ai vu la guerre. J'ai perdu des personnes de ma famille. J'ai perdu des gens que j'adore. Et je dis, c'est bien que je suis encore là avec ce que j'ai vu. Et donc, quand je vois encore des guerres, j'ai un sentiment qui est un peu bizarre, triste. Donc, je n'ai pas suivre qu'est-ce qui s'est passé là-bas parce que j'aime pas encore. Je voulais pas encore entendre des choses de guerre. Je voulais pas voir encore. Mais même si vous voulez pas voir, pas entendre, vous savez que ça a continué. Il y a eu la pénétration des Israéliens à Gaza, avec ce qui se passe ici. Alors, les étudiants suisses aussi, à Lausanne, Genève, ont investi les espaces publics, ont manifesté. C'est quoi votre réaction d'Arabes, de Syriens, par rapport à ces réactions des étudiants suisses? Je pense qu'on a la même réaction sur l'histoire ici, parce que si je suis quelqu'un qui voulait vivre normal, donc c'est l'objet de tout le monde, c'est le but de tout le monde. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de différence entre comment je pense et entre comment ils sont pensés. Mais il y a différence entre les gens qui sont dans une situation de guerre et des gens qui n'ont pas de guerre, une vie normale. Comme moi maintenant, je me suis éloigné de guerre, ça fait 9 ans. Je n'ai pas la même idée que quelqu'un qui est maintenant entre les guerres. Donc, je ne peux pas le dire, non, t'es faux, tu réfléchis mal, tu fais des décisions trop mal. Je ne peux pas le dire ça en même temps parce que je ne connais pas son situation. Je ne connais pas comment ils vivent. Ce que je voulais à la fin, que ça calme entre les Philistiniens et les Israéliens qui vivent normal. Parce que les terrains là-bas, si on peut lire l'histoire d'avant, c'est les terrains pour les loups. Pour les loups. Depuis avant, les deux ils vivent ensemble au même quartier. Pourquoi maintenant les guerres entre eux? Donc c'est ça. Est-ce que cette idée de faire vivre les deux groupes, les deux peuples, est-ce que cette idée-là, elle est aujourd'hui complètement utopiste? À la fin, moi je dis toujours, si on voulait faire quelque chose, on peut le faire. On peut. Parce que maintenant, on vit dans un moment qui est trop simple, si on peut dire. On peut fabriquer des armées pendant 1 heure. On peut fabriquer un avion d'armée pendant 2-3 heures. 2-3 jours, il est prêt à attaquer. Donc, comment on est fort à faire ça, on est aussi fort à être bien entre nous-mêmes. Donc, la vie maintenant, elle est trop simple. On a beaucoup de choix à choisir. Mais les gens là-bas, ils sont restés dans un coin que, voilà, la guerre. Est-ce qu'avec votre regard d'arabe, vous dites que les pays occidentaux, ils ont laissé une situation pourrir qui a pu créer des gens très très opposés à l'État d'Israël, aux positions occidentales et à une certaine façon de vivre d'ici? Donc, si on rappelle maintenant que chaque 2-3 ans, il y a une guerre en Israël. On peut dire depuis 30 ans jusqu'à maintenant, si on va calculer combien de fois il y a de guerre, on peut trouver, je pense, plus que 5-6 pendant cette période de temps.
Donc, depuis 30 ans jusqu'à maintenant, c'est qu'il a 2 ans, maintenant il a 32. Donc, il a l'expérience de 5-6 guerres qu'il a vues. De chaque guerre, il a perdu 2-3 de sa famille. Donc là, il n'a pas la même mentalité, il n'a pas la même idée, il n'a pas la même réfléchi qu'on dit maintenant. Et s'il a de mal de perdre de quelqu'un de sa famille et cause d'un autre côté, et maintenant il vient quelqu'un chez lui, il dit à lui, voilà, c'est l'armée, tu peux aller faire ce que tu veux. Il n'y a personne qui va te dire quelque chose. Donc, avec le mal qu'il a, avec la proposition qu'il a à l'armée maintenant, il faut faire beaucoup de choses. Quand vous regardez devant vous, est-ce que vous avez des projets à long terme par rapport à votre vie, peut-être professionnelle ou autre, aujourd'hui? Par rapport si je parle un peu de mon futur, si je voulais dire, la première chose que je réfléchis toujours, d'avoir toujours la bonne santé comme je suis maintenant. Parce que le sentiment que je suis maintenant, c'était un rêve depuis 5 ans ou depuis 8 ans. Donc c'est la première chose que je regarde tout le temps. Et deuxième truc, que je suis, comme j'avais dit avant, en Suisse. Et je sais que ça se voit que je suis arabe, je ne suis pas valaisan, je ne suis pas européen, ça se voit que je viens de l'Afrique, on voit un asiatique, ça se voit. Donc je joue toujours sur ça, que c'est un poids positif pour moi et je dois montrer aux gens Pour vous, c'est une force supplémentaire. Exactement. Et je montre aux gens autour de moi que c'est pas que je suis spécial, non, mais je peux faire des choses aussi. Je peux trouver ma place entre vous, voilà. Et j'avais trouvé en fait, et j'ai un bon résultat. Et au niveau professionnel, sur le long terme, parce que peut-être dans d'autres circonstances, vous auriez étudié, je pense. Là, vous avez fait des études, mais disons plus limitées. Est-ce que vous voyez un développement, j'ai envie de dire même culturel, éducatif, socio-économique, où vous vous dites non, là j'ai ma route et je pense que je vais garder cette route par exemple dans le champ de la santé? Alors non, moi je dis jamais ça suffit pour moi. Je n'ai jamais dit ça. J'ai obtenu mon AFP pendant que j'étais en formation, pendant 2 ans AFP, j'étais en train d'apprendre le français. Donc j'ai fini les deux en même temps et j'ai commencé le travail et pour le moment, ça fait 4 ans je suis engagé à l'hôpital de Sion et ça fait 1 année et demie j'ai le cours supplémentaire pour apprendre comment on peut gagner de l'argent sur les mini-cryptos, sur les bourses, si vous connaissez. Et comment vous êtes rentré dans le champ de la crypto-monnaie par exemple? Alors, qu'est-ce qui vous a intéressé dans cet aspect quand même singulier de la vie économique, encore singulier de la vie économique? Alors, ce qui m'intéresse dedans, qui ça a besoin d'être conscience et réfléchir dans cette manière parce qu'il est dangereux en même temps et ça a besoin d'étudier pour savoir comment on fait. Donc la première fois j'étais en histoire avec un ami, il m'expliquait vite fait, après j'ai regardé 2-3 vidéos et j'étais bien intéressé dedans parce que j'avais l'impression que j'ai bien compris. Et tout de suite, j'ai parlé avec un ami qui me donne le cours online, il habite en Allemagne, et qui me donne le cours chaque semaine pendant 1 heure et demie. Et maintenant, je travaille là-dedans aussi. Ouais. Et qu'est-ce qui vous intéresse dans ce champ économique, financier, on va dire, singulier? En fait, ce qui m'intéresse dedans, que je voulais faire travailler de plus parce que ici la vie en Suisse elle est chère, on se connaît bien ici. Donc c'était pour avoir une sorte de revenu supplémentaire éventuel? Exactement, ça c'est la première raison. Deuxième raison, que j'aime pas avoir une seule chose à faire dans ma vie. J'aimerais bien faire plusieurs choses. Donc je suis engagé à l'hôpital, j'ai 8 heures par jour de travail à l'hôpital. Ça me fait plaisir d'ajouter encore 1 heure chaque jour sur les cryptos. Est-ce que vous avez été approché
pour faire des auditions de réfugiés en langue arabe, des traductions du travail d'interprète. Alors, je suis bien atterré là. Vous n'avez pas fait encore? J'avais fait 2 3 fois et j'avais fait en volonté, j'ai rien pris. C'était mon assistant social qui il a pris un autre gens après moi 2 ans. Elle me dit que Ahmed, vous parlez bien français maintenant et j'aimerais bien que vous aidez votre collègue qui vient de Syrie. Quand vous avez fait ces interviews, donc vous étiez en face de ces gens, J'étais à la commune. des réfugiés, on va dire. Quel était votre regard sur ces personnes que vous deviez interroger dans une autre position? Je dois expliquer correctement qu'est-ce qu'ils voulaient et qu'est-ce qu'ils voulaient dire. Parce que j'étais avec eux à la commune de Sion pour faire des papiers, pour renouveler les permis et tout ça. Et j'avais un monsieur qui a un petit bébé qui voulait expliquer à la commune qu'il est né ici, il n'a pas de papier et tout ça. Il était trop difficile pour lui. J'étais super content que maintenant je parle français et j'arrive à faire ça pour des gens qui... Du travail administratif. Ouais. Exactement. Et puis, si vous étiez à l'accueil à l'aéroport de Genève et que vous voyez, par exemple, des Palestiniens ou des Ukrainiens, qui débarquent dans ce pays, ce serait quoi les premières paroles que vous voudriez leur dire pour que la suite leur soit le moins dommageable ou la plus heureuse possible? Vous inquiétez pas, déjà vous êtes là, vous êtes sortis de guerre, vous êtes vivre encore. Et si vous êtes ici à Genève, donc vous êtes bien en sécurité ou bien être ici, je pense. Et je voulais être proche de vous parce que peut-être j'ai le même sentiment de guerre comme vous. Et au niveau de la vie locale, là je parle de l'international vers le local, est-ce que vous écoutez les radios d'ici ou vous lisez les journaux d'ici, et si vous voulez, la vie quotidienne du Valaisan d'ici, est-ce que ça vous intéresse ou ça vous échappe un peu, ou vous considérez que vous êtes complètement impliqué dans le circuit social valaisan? Alors, je lis très bien les journalistes en Valais et journalistes avec mes amis à l'hôpital de Sion, parce que je travaille à l'hôpital de jour avec l'équipe de 15 infirmières qui viennent du Valais. Il y a d'autres qui viennent à l'extérieur. Mais je suis toujours dans la société et ce qui s'est passé en Valais. Je suis toujours au courant et ça m'intéresse. Parce que depuis 2 mois, j'étais en visite de ma mère. Après 9 ans que je n'ai pas vu elle, j'ai eu la chance de visiter pendant 2 semaines. Et je peux vous dire, la première semaine, j'étais super content parce que j'ai croisé ma mère après 9 ans. Mais la deuxième semaine, j'étais pas trop content. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me manque. Et après, quand je suis retourné à l'aéroport de Genève, je suis arrivé à Sion, j'avais l'impression que, franchement, c'est mon deuxième pays, il me manque beaucoup. Une deuxième maison. Voilà, il me manque beaucoup, je suis content que je suis retourné là. Et puis alors, vous avez été malade, vous nous avez expliqué au début, etc. Là, vous travaillez dans le champ de la santé. C'est quoi votre regard sur le fait, sur, si vous voulez, l'accueil du patient, la compréhension du patient par les agents hospitaliers, tous, que ce soit les techniciennes de surface ou bien les infirmiers, les aides assistants, les médecins, etc. C'est quoi votre regard? Parce que vous avez ce double regard d'être agent et d'avoir été passif en tant que patient. Alors, c'est une magnifique question parce que cette situation, des fois, elle me propose des problèmes. Des fois, je suis plus gentil qu'il faut. Donc, dans le domaine des entreprises professionnelles, c'est pas trop cool ça. Il faut faire notre travail comme il dit le protocole de travail. Donc, des fois, moi, je proche de patients et j'ai des sentiments trop gentils. 2 3 fois, il y a mon supérieur, il m'a chopé. Donc, j'avais un peu des problèmes que je parle trop avec eux, je suis trop proche. Mais vous ne pensez pas que pour le patient, ça c'est aussi des moments très très importants, indépendamment de la fonction, que ce soit une technicienne de surface ou un grand médecin,
qui parle avec lui, que ça fait partie finalement de la guérison. Exactement, j'ai le même sentiment et la même pensée qu'en vous, mais si je parle par rapport à la vie professionnelle de l'entreprise, les supérieurs, ils ne vont pas être très contents. Donc les patients, maintenant les patients à l'hôpital de jour, je connais plusieurs maintenant, j'attends qu'ils viennent pour prendre le traitement pour qu'on parle un peu, qu'ils viennent chaque semaine ou chaque 2 semaines, on se connaît maintenant. Il me connaît à l'hôpital de jour, il y a Ahmad, donc on parle plusieurs fois. Et je vois sur les yeux des patients qui, voilà, ils sont contents quand je suis en train de faire ça. Et puis, est-ce qu'il y a un sujet que vous auriez aimé que j'aborde, à part ce qu'on a parlé aujourd'hui, qui vous vient à l'esprit juste maintenant, que vous aimeriez dire à ceux qui vont nous écouter, que j'espère nombreux, parce qu'il y a des choses très, très fortes qui ont été dites? Oui, en fait, j'aimerais parler sur un truc, c'est la seule chose que j'aime pas pendant cette 9 ans. J'ai toujours traité et jugé, et je ne sais pas pourquoi. Moi, je dis toujours, il ne faut pas juger les gens. Il ne faut pas généraliser. Juste pour bien comprendre, vous dites que vous avez l'impression parfois d'être jugé avant même de savoir qui vous êtes. Exactement. Par exemple, si je parle maintenant, il y a tout le monde qui a des problèmes dans la vie. Donc, moi aussi, j'ai des problèmes. Mais là, j'ai un problème que jusqu'à maintenant, je ne le comprends pas. C'est franchement, ça m'a dérangé et ça m'a fait mal. Parce que moi, je ne suis pas comme ça. Donc, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a certains, peut-être dans tous les pays du monde, l'accueil de la parole de l'étranger que vous êtes et que vous resterez, comme vous l'avez dit, même en étant intégré, elle peut être par certaines personnes moins bien accueillie ou moins comprise que pour d'autres personnes? Peut-être. Peut-être. Pour le dire clairement, est-ce que vous avez été confronté ici, en Valais, puisque vous nous avez dit un tas de bien du Valais, est-ce que vous avez été confronté ici en Valais à ce qu'on appelle clairement du racisme immédiat, net, limpide? J'avais 2-3 fois cette situation. Mais de manière générale, vous diriez assez peu? Ouais. Donc, comme j'avais dit à vous, je regarde jamais ça. Jamais. Parce que je suis sûr que je vais le voir tout le temps. C'est pas question où je suis, c'est pas avec qui. Parce que c'est normal pour moi. Toujours, il y a le côté bien et il y a le côté en trop. J'ai personnellement adopté des enfants de couleur, encore plus basanés que vous, et qui me disent qu'ils sont sujets à beaucoup plus de contrôle policier hasardeux, on va dire, que leurs copains blancs. Est-ce que vous avez été confronté à ça aussi ou bien pas? Alors, un peu, je peux dire un peu. Ouais. Dans les gares ou n'importe où dans la ville? Oui, mais j'étais 2-3 fois contrôlé. Une fois, j'étais à la gare de Sierre. J'étais en train d'aller aux dernières années d'apprentissage et je vais à l'école. Et là, il y a 2 policiers qui me voient de l'autre côté. Et ils me regardent comme ça. Après, tout à coup, j'ai tourné, j'ai refait comme ça. Ils ne sont pas été devant moi. Donc, je dis, moi, ils sont partis, je ne sais pas où. Tout à coup, je me tourne comme ça, ils sont derrière moi. Monsieur, à côté, enlevez votre sac, votre habit, tout ça. Elle me dit, enlève les chaussures. Je dis, oui, monsieur, mais vous n'avez pas le droit de me dire ça. Ok, vous avez le droit de me contrôler, mais enlever les chaussures, mes habits devant la société ici, non, j'accepte pas. Si vous voulez continuer votre contrôle, vous me prenez dans une place privée. Et là, il m'amène dans une place privée, il m'a contrôlé partout, et j'ai loupé une heure de école, et c'était pour rien. Et alors, on va terminer un mot en arabe. Comment on dit merci pour ce moment en arabe? شكرا كثير مسيو غايون على الوقت اللي قضيناه سوا. Un grand merci, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cet entretien et j'espère qu'il sera suivi par beaucoup de personnes. Et je vous souhaite une bonne journée de travail. Merci beaucoup, monsieur Ryan. Bonne journée à vous aussi.